Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance trimestrielle, l'échéance finale de cette année 2022 pour les investisseurs avec l'expiration de différents produits dérivés tout au long de la journée. Et pour le futur CAC à 16h cet après-midi, ce sera l'occasion de notre grand débrief mensuel avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront avec nous ce soir à partir de 17h pour revenir sur les enjeux techniques de cette fin d'année sur les marchés. Des marchés qui accusent le coup au lendemain de la communication extrêmement dure de Christine Lagarde. On parle bien sûr de la BCE et nous allons y revenir avec Nicolas Gottsman qui va nous accompagner en plateau pendant cette demi-heure, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Le message politique, le signal politique est on ne peut plus clair. Hit and stay, c'est la stratégie qui est endossée désormais par la Banque Centrale Européenne. Nous allons frapper dur encore pendant plusieurs meetings à coût de 50 points de base et nous allons rester dur dans la durée. Une stratégie qui nous rappelle évidemment la stratégie qui est endossée par la Réserve fédérale américaine, la stratégie du higher for longer. Les marchés en ont pris acte avec des réactions violentes qu'on peut constater encore aujourd'hui. Sur les marchés actions, c'est une chose, mais sur les marchés obligataires également, avec un 10 ans allemand qui a dû prendre entre 20 et 30 points de base depuis hier, un 10 ans italien qui a bondi lui de 40, 50 points de base et des spreads évidemment, des écarts de taux qui s'accroissent entre les pays cœurs et les pays de la périphérie. Voilà donc pour les sujets du jour. Et puis nous parlerons d'un sujet de démocratisation. Comment démocratiser au mieux l'accès des marchés de capitaux vis-à-vis des investisseurs particuliers. C'est la mission que s'est fixée la FinTech Primaribid qui opère en France depuis un an pour assurer une égalité de traitement des investisseurs particuliers lors des levées de fonds des entreprises cotées par rapport aux investisseurs institutionnels qui ont un accès privilégié, on le dira comme ça, à ces marchés de capitaux. C'est un sujet d'équité, bien sûr, mais c'est aussi un sujet de financement pour nos entreprises et un sujet réglementaire également, à l'heure où les règles des différents marchés de capitaux en Europe sont encore loin d'être unifiées. Et le directeur France de Primaribid sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, revenons donc sur ce pivot au quiche au carré délivré par la Banque Centrale Européenne hier. Et donc Nicolas Gottsman à nos côtés en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il fallait que vous reveniez en cette fin de semaine pour revenir sur ce que j'appelle ce pivot au quiche au carré de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité, Nicolas. Malgré une substance macroéconomique fragile, et tous ceux qui se livrent à l'exercice de la prévision économique aujourd'hui le savent. Malgré une substance économique fragile, le signal politique est d'une dureté sans précédent, sans doute, au sein de la Banque Centrale Européenne. Il faut sans doute revenir à l'ère Trichet pour se souvenir d'une conférence de presse aussi hawkish, aussi dure. Le signal politique était déjà dur depuis quelques mois. On attendait qu'il soit encore un peu plus dur. Il est extrêmement dur. Oui, je pense que ça reflète plutôt la coordination politique au sein de la BCE, avec une reprise en main par les faucons depuis le début de cette année 2022, par les membres les plus durs de la Banque Centrale Européenne, notamment par Joachim Nagel, donc le patron de la Bundesbank, Isabelle Schnabel au sein du board de la BCE qui est également allemande, mais également par d'autres banquiers centraux. Je pense qu'on peut penser aux Pays-Bas, aux Autrichiens, aux Pays-Baltes, qui ont réussi à prendre la majorité et qui donc appliquent leur volonté sur l'ensemble de la BCE. Donc on voit les résultats. Je pense que la situation actuelle montre quand même, par contre, une aggravation de ce phénomène. Je pense qu'il y avait peut-être même une tentative de conciliation qui pouvait exister dans les derniers mois. Là, on voit que ces tentatives de conciliation quasiment n'existent plus. On a même vu, alors que François Villeroy-Gallo, donc le patron de la Banque de France, était quand même vraiment sur la ligne la plus dure qui pouvait exister depuis le début de l'année. Donc, il était en accord avec les positions allemandes notamment. Avait indiqué qu'il voulait 50 points de base il y a une dizaine de jours.
Et en fait, on a vu que dans de ce qu'on a appris de ce qui s'est passé dans le Conseil des gouverneurs, on va dire la majorité, enfin une grande partie des faucons étaient prêts à aller à 75 points de base, donc à mettre même François Villeroy-Garreau en minorité, ce qui montre déjà le niveau d'exigence, on va dire, des faucons par rapport à la situation. Mais ensuite, si on veut retracer un petit peu justement cette situation-là pour essayer de comparer un peu, essayer de comprendre ce que fait la BCE aujourd'hui, il y a un taux qu'on qualifie d'être le taux neutre, c'est-à-dire à partir duquel la Banque Centrale Européenne va avoir un effet récessif sur l'économie. Ce taux neutre, il a été estimé notamment par la Fed le 1er décembre dernier à 1,40. Aujourd'hui, on est à 2%, et aujourd'hui, selon les projections qui sont faites par la BCE, on pourrait monter à 3,50, c'est-à-dire 2 points au-dessus du tôt neutre, qui a pour but donc de ralentir l'économie européenne. Cette économie, on peut la mesurer par la demande domestique, c'est-à-dire c'est pas le PIB, c'est-à-dire c'est l'addition de la consommation et de l'investissement. Quand on regarde aujourd'hui la demande domestique européenne, en fait, on est en ligne avec la trajectoire qu'on avait avant crise, c'est-à-dire en gros, on est à peu près conforme au potentiel en termes nominal, c'est-à-dire non ajusté de l'inflation. Donc on voit qu'on a une volonté de contracter une économie qui est juste en fait dans une situation qui devrait être qualifiée de normale. Si je regarde ensuite du côté des États-Unis, leur taux naturel, il est lui estimé à 2,50. Ils sont aujourd'hui avec des taux, on va dire, avec ce qu'ils vont projeter, ils vont être 2,50 au-dessus, mais leur demande domestique à eux est 7% au-dessus du nominal. C'est-à-dire qu'eux ont une volonté de ralentir une économie qui est vraiment en surchauffe et qui a 2 années d'avance en termes de projection économique, alors que la zone euro, en fait, on va ralentir une économie qui est déjà, en fait, justement à un niveau normal. Donc on provoque une récession pour contrer une inflation qui n'est pas le fruit de cette demande domestique. C'est-à-dire que c'est une inflation qui est largement importée, qui est extérieure, et donc la stratégie de la BCE aujourd'hui, c'est d'aller détruire de la demande interne, c'est-à-dire des salaires et de l'investissement, pour pouvoir compenser la hausse de prix qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire par le pétrole, par le gaz, et par ce genre de choses. Donc en fait, on fait payer aux salariés et aux entreprises européennes une situation qui est largement due à ce qui se passe à l'extérieur. Pendant longtemps, au cours de cette année 2022, longtemps à l'aune des marchés, ça a duré quelques mois, Christine Lagarde et d'autres n'ont cessé d'argumenter l'idée que la zone euro était dans une situation différente de celle des États-Unis et qu'il était légitime que la Fed aille en territoire restrictif et que pour la zone euro, la situation était sans doute différente. Ça n'est plus le cas aujourd'hui puisque Christine Lagarde nous dit qu'elle sera plus au quiche encore que la Fed, notamment l'an prochain, et que la situation est en train de dériver de manière inacceptable. Qu'est-ce qui leur fait peur à ce point ? Qu'est-ce qui justifie que Christine Lagarde, après pourtant avoir abandonné volontairement la forward guidance, s'engage à un rythme de hausse de taux de 50 points de base, pas uniquement pour le prochain meeting, mais peut-être pour celui de mars, et peut-être encore même pour celui d'après, nous a-t-elle dit hier dans la conférence de presse. Sur quelle substance ou rationnel macro est-ce qu'il repose effectivement cette stratégie et cet engagement très dur qu'ils affichent, et Christine Lagarde et d'autres membres de la BCE. Olli Rehn aujourd'hui nous dit oui, ce sera au minimum 2 fois 50 encore, et puis on verra après pour le meeting suivant. Ce matin, nous avons eu la publication des PMI, donc les indicateurs avancés recueillis auprès des directeurs d'achat, qui montrent quand même déjà une forme de stabilisation économique en zone euro, c'est une bonne nouvelle, mais surtout une réduction des pressions inflationnistes qui reviennent à quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant une forme de neutralité en matière de pression inflationniste en ce mois de décembre en zone euro. La rationalité qui a été utilisée, c'est de montrer que en fait, les projections d'inflation qui ont été publiées par la BCE en fait, sont plus élevées qu'elles ne l'étaient lors des projections de septembre. Ensuite, on a eu pas mal de doutes. On a vu même un ancien vice-président de la BCE, donc Victor Constantio, qui était le numéro 2 de Draghi, s'interroger sur justement la qualité et la sincérité de ces projections, la pertinence, on va dire même, et éventuellement l'orientation politique des projections qui ont été réalisées, en prenant en compte le fait que les projections qui sont faites pour le mois de décembre sont du fait de la BCE et également des banques centrales nationales, donc effectivement avec l'ajout de la Bundesbank. Il s'interrogeait notamment sur le fait qu'une grande partie de l'inflation qui était projetée à l'horizon 2024 avait une forte composante liée à l'énergie et à l'alimentation, ce qui est un petit peu problématique vu ce qui est en train de se passer actuellement, et de projeter ce genre de choses paraît un peu curieux. Mais bon, je pense que c'est ce qui est utilisé. Ensuite, on peut s'imaginer que, comme l'avait dit Jérôme Powell à un moment au courant de cette année, c'est qu'il avait une volonté de sa part de mettre les taux d'intérêt à peu près au niveau de l'inflation core. Quand on regarde les niveaux de projection de l'inflation core pour l'année prochaine à la zone euro, effectivement, on serait entre 3,5 et 4%, donc ce qui correspond à peu près à ce que voudrait faire la BCE. Sauf que la grande différence, c'est que l'inflation core aux États-Unis est effectivement le résultat de la pression sur les salaires et de la demande domestique, alors que l'inflation core en zone euro est élevée, non pas à cause des salaires et de la demande domestique, mais simplement parce qu'on a une diffusion des prix de l'énergie qui a été beaucoup plus importante au sein de la zone euro, au sein de ces prix-là, et donc la nature de cette inflation n'est pas la même, et encore une fois, nous voulons contrer
par la destruction de la demande interne, une inflation qui est largement importée. Donc on va fragiliser l'économie de la zone euro, je pense malheureusement sur le long terme. Il ne s'agit pas de provoquer une récession très forte pour l'année prochaine, pour l'instant. Enfin, c'est pas encore le cas, mais enfin, on verra ce qui peut se passer. Il s'agit simplement de pénaliser la croissance, enfin de se retrouver dans une situation qui pourrait encore provoquer effectivement une décennie perdue pour la zone euro par rapport à la situation de 2019. Pour l'instant, les projections qui sont faites par la BCE montrent effectivement une croissance tout à fait en retard sur ce qui se passe aux États-Unis. On a déjà quasiment 2 ans de retard en termes de croissance. On va accentuer cet écart-là. Et effectivement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la suite. Et simplement pour appliquer, je pense, une politique qui revient en gros à absolument, et ça c'est ce que disait Joachim Nagel dans ses discours, donc le patron de la Bundesbank, qui est vraiment une volonté résolue de freiner toute capacité de progression des salaires en zone euro. Ils ne veulent pas de ça. Je pense qu'il y a effectivement derrière cela une volonté toujours d'afficher cette stratégie économique qui est celle de la compétitivité, d'avoir des salaires les plus faibles possibles pour pouvoir exporter au mieux. C'est une stratégie qui peut marcher en termes de PIB. Par contre, de destruction de demande intérieure, c'est clair et net. Et donc, alors que c'est exactement le problème qu'on a depuis 15 ans au sein de la zone euro, c'est la faiblesse de notre demande domestique qui fait qu'on a un investissement faible dans la zone euro, qu'on a une consommation faible dans la zone euro, et on voit le résultat sur les populations européennes également. Même un rattrapage salarial sur 1 ou 2 ans est interdit, illégitime, ou en tout cas c'est un risque qu'aujourd'hui, une partie majoritaire des banquiers centraux européens ne veulent pas prendre. Quand on regarde les projections qui sont faites par la BCE, la compensation par salarié, quand elle est ajustée de l'inflation, elle est négative pour les prochaines années, oui. Donc on va à 3,50 taux de dépôt ? Alors pour l'instant, je suis curieux de voir s'ils vont aller jusque-là. Ouais. On est à 2 depuis hier, donc sur le taux de dépôt. Étant donné que je considère que la décision qui a été prise hier est une décision qui est essentiellement politique, qui n'a pas de rationalité économique, toute la question maintenant repose aussi également sur les gouvernements qui feraient peut-être bien d'intervenir et taper un peu du poing sur la table pour dire que la BCE ferait bien d'essayer d'avoir une approche un peu plus pro-croissance. L'Italie a commencé à le faire dès ce matin. Voilà, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont c'est eux qui souffrent le plus depuis hier sur le plan des marchés, j'entends. Parce que comme on peut imaginer que cette décision est plus politique qu'économique, il appartient aux politiques de réagir et de taper un peu du poing sur la table pour que effectivement cette Banque centrale européenne soit un peu plus en soutien de sa propre économie. Qu'est-ce qui pourrait faire infléchir la position de la politique de la BCE dans les prochains mois ? Vous dites que la pression doit venir des gouvernements. En même temps, on comprend aussi dans le discours porté par Christine Lagarde que la BCE s'engage aussi dans un bras de fer vis-à-vis des gouvernements à travers l'idée que les politiques budgétaires sont peut-être pas assez bien calibrées, trop expansionnistes. Et donc, il y a là l'idée aussi d'envoyer un signal de contrainte budgétaire aux États. Oui, ce qui est d'ailleurs assez remarquable, c'est que la BCE a pour habitude de se réfugier toujours derrière son indépendance, mais elle ne se prive pas de donner des recommandations au gouvernement, ce qui me semble être un petit peu paradoxal dans l'approche. Je pense qu'il y a une frayeur, effectivement, qui est réelle, existante au sein de la BCE, de l'épisode britannique qui a un peu effrayé tout le monde et qu'ils n'ont pas envie d'avoir besoin de réagir comme l'ont fait les Britanniques. Cela dit, les situations sont différentes et encore une fois, comme on l'a vu avec la situation britannique, si les taux se sont envolés, c'est également aussi parce que la Banque d'Angleterre était en train de réaliser son QE, que le timing effectivement de Liz Truss à ce moment-là avait été extrêmement mauvais pour annoncer ces coupes, ces ajouts budgétaires. Donc le timing était mauvais, mais une des causes principales, c'était également l'action de la Banque centrale. Donc si jamais on avait de telles problématiques, encore une fois, il appartient à l'ensemble des décideurs politiques européens d'essayer de calibrer une stratégie qui soit à peu près cohérente et donc de mettre la BCE au pas par rapport à cette stratégie-là. Qu'est-ce que ça va donner en termes de marché l'an prochain ? Parce que quand on voit le price action d'hier, et d'ailleurs j'intègre également la réaction de marché post-Fed, avec finalement des taux américains qui ont snobé, disons-le, le message de Jean-Paul. On a un 10 ans américain à moins de 3,50, qui est en dessous des niveaux sur lesquels il était avant la publication du CPI américain en début de semaine, qui venait confirmer encore le refroidissement de l'inflation. Et l'écartement qu'on a entre les taux européens et les taux américains, là, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir l'an prochain. On va avoir encore une fois une BCE plus hawkish, qui va monter ses taux à coût de 50 points de base, au moins pour deux meetings. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'idée portée par Christine Lagarde hier, alors que la Fed, elle, reviendrait à 25. C'est possible. C'est assez inhabituel. Alors, c'est inhabituel, mais c'est tout à fait possible. Et quand on regarde le discours de Jérôme Powell, mercredi soir, on voit que, notamment, il y avait un passage qui m'avait vraiment intéressé. Il disait à quel point les salaires américains progressaient à une allure vraiment forte et
trop forte aujourd'hui, mais que pour lui, c'est quand même un élément très favorable. C'est-à-dire qu'on voit les salaires américains qui progressent fortement. Il est content de ça. Il dit c'est trop fort, on a besoin de le ramener pour que ce soit cohérent avec une inflation à 2%. Mais on est quand même content que ce soit le cas. Et quand on regarde le pouvoir d'achat des Américains depuis la fin 2019, c'est-à-dire après l'épisode d'inflation qui était encore plus, qui a commencé avant aux États-Unis par rapport à l'Europe, le pouvoir d'achat, la compensation par salarié en termes réels, c'est-à-dire ajusté de l'inflation par rapport au Q4 2019, a progressé de 1,3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat aux États-Unis. Quand je regarde en zone euro, c'est moins 4,5. C'est-à-dire qu'on revient à l'année 2013. On a perdu quasiment 10 années de pouvoir d'achat en une fois. Et les États-Unis ont réussi le contrer justement parce que les salaires étaient forts, parce que la demande domestique était forte, ce qui est d'ailleurs le résultat de ce qu'avait fait la Fed et également la politique budgétaire. Et quand on voit des écarts aussi importants, effectivement, il y a un peu de quoi s'alarmer avec une BCE qui souhaite encore plus taper sur la demande domestique européenne. C'est une erreur plus grave que celle de 2008 ou pas, Nicolas ? Je parlerais plutôt de 2011 plutôt que 2008. 2008, il y avait vraiment un cycle qui était récessif, qui était enclenché, qui était assez massif et qui a vraiment projeté l'économie très fortement dans le rouge. Là, on est plutôt dans un ralentissement qui est assez calme pour le moment. Ça pourrait évidemment s'aggraver, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça ressemble plus encore une fois à 2011. Mais je pense que c'est plutôt un signal qui est donné en gros. Ne comptez pas sur la croissance en zone euro. Vous, investisseurs du monde, ne comptez pas sur la croissance en zone euro, il n'y en aura pas. Merci beaucoup Nicolas pour ce débrief nécessaire à l'issue d'une semaine chargée encore en matière de décision de politique monétaire. Les prochains rendez-vous sont désormais fixés pour 2023. Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique de la Financière de la Cité, qui était avec nous en plateau. Et on en vient au sujet de la démocratisation de l'accès au marché de capitaux pour les investisseurs particuliers. La mission de Primaribid et son directeur France, François de Vilgès, qui est avec nous en plateau. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'1 an que Primaribid opère sur le marché français. Je rappelle la solution et la promesse technologique d'ailleurs. Vous êtes une fintech. Garantir aux investisseurs particuliers les mêmes conditions d'accès que les investisseurs institutionnels pour les levées de fonds des entreprises cotées, notamment lors de placements accélérés. Exactement. C'est la promesse, effectivement, que vous mettez en œuvre depuis 1 an sur le marché français. Déjà, quel est le bilan que vous tirez de votre première année opérationnelle, on va dire, sur ce marché français, François ? Merci Grégoire. Un bilan très positif, avec je pense beaucoup de succès sur les opérations qu'on a réalisées, avec un très fort taux d'adoption, tant côté investisseurs particuliers que côté émetteur. Peut-être pour détailler un peu notre proposition de valeur côté investisseurs particuliers et donner quelques chiffres, que sont ces placements accélérés ? Ces opérations qui durent que quelques heures en fait. Pourquoi ? Parce que c'est des opérations où les institutionnels restent prédominants, ils resteront toujours prédominants, et ça il faut le respecter. En d'autres termes, si on veut inclure les particuliers, mais si on ajoute de la complexité, que ce soit en termes de calendrier, en termes de documentation, c'est pas possible. Les opérations vont continuer à se faire sans les particuliers. Nous, on utilise des technologies digitales, des procédés d'automatisation avec nos partenaires de distribution pour inclure les particuliers et les notifier massivement, leur donner l'information dans des délais très raccourcis. Concrètement, les périodes de souscription, c'est de 18h à 22h. Ouais. Okay. Après, sur le contenu de nos offres, qu'est-ce que c'est ? C'est des opérations qui se passent avec une décote, un prix qui est validé par les institutionnels. Les particuliers sont suiveurs. On est toujours à côté de banques d'affaires et d'investisseurs professionnels qui ont comme on dit, fait un filtre naturel sur les opérations. Donc une décote, donc un bon point d'entrée généralement. C'est des opérations qui financent l'économie réelle, parce qu'un euro investi va directement au capital des sociétés. C'est dans ces moments de levée de fonds qu'on finance les économies. C'est pas en achetant une action sur le marché. C'est important. C'est des gros montants, et c'est très important pour les petites sociétés, notamment pour les sociétés de petite et moyenne capitalisation, qui font des efforts pour se coter en bourse, qui font face à une réglementation assez contraignante une fois qu'on est coté en termes de communication au marché, et qui ont des difficultés sans technologie pour pouvoir toucher les investisseurs particuliers, alors que c'est très important. Pour finir sur les investisseurs particuliers, sur l'aspect décote, sur l'aspect financement de l'économie réelle, ils ont aussi la possibilité de souscrire gratuitement. Ça, c'est très important, sans seuil minimum d'investissement à nos opérations, ce qui complète la proposition de valeur pour eux. Alors en termes de résultats, je rappelle, et juste dans votre modèle, pour préciser, c'est bien les émetteurs qui viennent vous chercher, c'est ça, exactement. François. On anime la plateforme, voilà. Donc on fait le lien entre un émetteur, on est rémunéré par l'émetteur, après on distribue nos offres. Et évidemment, la difficulté technologique, notre raison d'être, c'est de s'assurer que les particuliers peuvent souscrire dans des bonnes conditions ces opérations. Et la demande est au rendez-vous. Je donnais quelques chiffres. On a fait, par exemple, une opération pour Carmat récemment,
où on a eu plus de 2300 investisseurs en 4 heures. C'est à peu près 9 ordres par minute, donc ça va très vite, 5 millions d'euros en valeur aussi relative. Sur nos 10 opérations, on a levé 2,5% de la capitalisation boursière des émetteurs, c'est juste énorme. Pour prendre une société de relativement petite capitalisation, Alteora, pour qui on a fait une offre il y a 2 semaines, 10 millions d'euros de capitalisation boursière, un titre pas très liquide, on a levé plus de 500 000 euros pour eux en quelques heures, c'est plus de 5% de la capitalisation boursière. C'est vraiment très significatif. Et côté émetteur, donc on a fait 10 offres jusqu'à présent sur le marché français, avec un très fort taux d'adoption. Je veux dire, notre rythme annuel va être au-delà, évidemment. Les dizaines d'offres reflètent un marché un peu atone, très difficile. Une année particulière, qui est peut-être pas l'année de référence, on va dire. Exactement, j'espère. En tout cas, je l'espère. Et avec, si vous voulez, nous, on était capable de rassurer, en tout cas, l'écosystème et les émetteurs sur deux aspects que vous avez déjà un peu mentionné. Sur l'aspect, oui, on rajoute de la demande, et c'est de la demande de très bonne qualité. C'est des actionnaires existants. Par exemple, prenez Carmat, c'était 50% actionnaires existants, donc un mécanisme d'inclusion. On traite tout le monde équitablement, comme particulier comme institutionnel. Et aussi, on élargit l'actionnariat des nouveaux investisseurs, c'est des milliers de nouveaux investisseurs. C'est des souscriptions qui viennent à 70-80% de comptes PEA. Donc ce n'est pas des comptes de trading, si vous voulez. Enfin, voilà. Non, c'est des comptes d'investisseurs. C'est des comptes, exactement. C'est des comptes d'investisseurs. C'est un ordre moyen qui est autour de 2 000 euros. Encore une fois, c'est très, très démocratique. C'est le vrai petit particulier qui participe gratuitement à ces offres dans les mêmes conditions que les institutionnels. Et je note que la vitesse de prise de décision que vous demandez, justement, à travers cette solution technologique qui simplifie l'accès et qui rend l'accès plus équitable, cette vitesse dans la prise de décision, quelques heures, et pas un frein. Non, et pas une barrière. C'est pas vécu comme une pression trop forte pour l'investisseur particulier, justement. Alors, comment on peut voir les choses ? On peut voir les choses de deux façons. Déjà, on peut comparer un peu la demande générée lors de nos offres en quelques heures avec un mécanisme marketing traditionnel par nos partenaires, très fort dans nos offres. Et des offres plus traditionnelles avec une documentation plus lourde, avec des processus beaucoup plus complexes. Et on voit que les montants levés en relatif auxquels je faisais référence, par exemple les pourcentages de capitalisation boursière, sont à peu près identiques, voire plutôt favorables de notre côté. D'accord. Premier élément. Et deuxième élément, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on a du succès, un très fort taux d'adoption auprès des émetteurs. C'est l'aspect demande, là on vient de le décrire, mais c'est l'aspect absence de complexité. Et ça, c'est clé. Et c'est peut-être notre feedback, je veux dire, régulier à toutes les administrations, à tous les pouvoirs publics, en disant que de temps en temps les particuliers sont exclus, mais c'est pas par volonté ou cynisme des acteurs de la place. Tout le monde aime bien les particuliers, même les banques d'affaires, les institutionnels, ils voient l'apport de liquidité, c'est important pour l'écosystème. En revanche, les opérations de fonds, elles restent déterminées par les institutionnels. C'est à nous de nous adapter d'un point de vue technologiquement et pourquoi pas réglementairement. Peut-être qu'on pourrait en parler pour s'assurer que les particuliers puissent participer dans des bonnes conditions encore une fois, sans gêner. Encore une fois, le process institutionnel qui reste le process déterminant. Bien sûr. Justement, il y a des questions réglementaires, il y a un plafond réglementaire, il y a la non-uniformisation des règles nationales des marchés de capitaux en Europe. On reboucle presque avec les sujets européens qu'on évoquait précédemment. Ça reste une arlésienne, la finalisation des marchés de capitaux en Europe. Tous ces phénomènes-là limitent encore, selon vous, l'accès des particuliers dans des conditions équitables. Vous êtes en conversation avec des autorités de régulation compétentes sur ces questions-là Absolument. Non, il y a quelques frictions qui sont discutées en ce moment, discutées au niveau européen. C'est quoi les points de blocage ? Alors, je vais être très concret. En fait, il y a 2 points de blocage. Disons, c'est des frictions, en tout cas. C'est au niveau national. C'est-à-dire que les investisseurs particuliers, dans le contexte de ces opérations de levée de fonds sur des titres déjà cotés, sont considérés à part et on a le droit de faire des opérations que jusqu'à 8 millions d'euros sur 12 mois roulants. Premier élément. Et par exemple, sur Carmat, on a fait 2 opérations pour eux cette année. On s'est heurté au 7 de 8 millions d'euros. Donc, on n'a pas pu allouer autant qu'on voulait. Et donc, l'émetteur... C'était sursouscrit par les particuliers qui auraient pu profiter de plus de 8 millions d'euros. Voilà, en fait, nous, c'est un principe qui nous paraît très, très anachronique, entre guillemets. On sait que ce seuil de 8 millions d'euros, il a été déterminé initialement pour le financement participatif, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut faire des levées de fonds sur le privé, des titres non liquides, dans une certaine mesure, sans prospectus. Sinon, il faut un vrai prospectus et toutes les implications qu'on retrouve sur le marché public. C'est bizarre, parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? De 9h à 17h30, institutionnels comme particuliers peuvent investir de la même façon.
À 18h, ah non, c'est différent, on n'avait que pour jusqu'à 8 millions d'euros. Là, c'est pas quelque chose qui nous paraît très cohérent. Sur la difficulté aussi, c'est que ce seuil, il est différent en fonction des géographies. C'est-à-dire qu'il est soumis à décision locale. Et par exemple, si je prends le contexte très, très, très concret d'une offre en France et en Belgique, en Belgique, c'est le seuil de 5 millions d'euros. Donc, si je veux élargir, je fais une offre en France et toucher le particulier belge, le seuil total d'opération, ça va être 5 millions d'euros. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une première barrière. La deuxième, c'est plus transfrontalier. C'est-à-dire c'est la documentation qui est nécessaire quand on intervient dans un régime d'exemption de prospectus tel qu'on le fait. C'est un peu technique, mais il y a des documents nécessaires. Et pareil, les documents se superposent quand on fait des offres transfrontalières. Voilà, ça c'est le 2 points de blocage. Après, c'est des points qu'on discute régulièrement, encore une fois au niveau européen et au niveau français, et sur lesquels, honnêtement, je dois dire, il y a beaucoup d'écoute. En tout cas, nous, ce qu'on fait, de toute façon, c'est la définition, généralement, des politiques, d'ailleurs, tant européennes, au niveau de l'Union de marché de capitaux, au niveau français, de France 2030, ou de politique de soutien au marché public. Nous, ce qu'on fait, c'est allouer l'épargne des particuliers vers l'économie réelle, vers les marchés publics, en financement equity des PME, dans les secteurs stratégiques de sciences de la vie, technologie. Ça coche toutes les cases. Et transition énergétique. Ah oui. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup d'attention. Après, ça prend du temps. J'ai envie de dire un peu, je reste prudent, mais un peu bonne nouvelle. Il y a une consultation en cours en ce moment au niveau européen qui s'appelle la consultation Listing Act, à laquelle on a contribué, à laquelle on a échangé avec les différents pouvoirs publics. La Commission européenne a rendu ses propositions, ses premières propositions la semaine dernière, elles vont dans le bon sens par rapport aux 2 points de friction j'entends. évoqués, mais qui avaient été identifiés d'ailleurs. Donc c'est une conversation constructive. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on a de l'espoir et effectivement, non, nous l'idée, c'est évidemment de interconnecter les différentes géographies européennes à ces opérations. En tout cas, il n'y a pas de raison compte tenu, encore une fois, du contexte très spécifique des sociétés cotées qui ont des obligations de communication marché régulière, qu'un particulier belge ait des difficultés à investir dans une opération française. Non, ça s'appelle les marchés de capitaux. L'union des marchés de capitaux. Exactement. Quelle est la stratégie Primarivide pour accueillir les licornes en bourse? Puisque le ministre nous l'a dit, il y en aura 10 en 2025, dont 2 qui auront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation boursière. Je ne sais pas s'il a une boule de cristal, Jean-Noël Barrot. En tout cas, il y a un objectif politique décrété par le politique. Et donc, toute la place se met en ordre de marche d'une certaine manière. Quelle est la stratégie que vous avez en tête pour accompagner ces licornes sur le marché boursier, pour celles qui le souhaiteront, Absolument. je précise. Non, mais alors, nous, déjà, introduction en bourse comme offre de suivi sur lesquels on intervient, c'est des processus qui sont avant tout déterminés par les institutionnels et ça reste le plus important. Après nous, on veut utiliser notre infrastructure pour améliorer l'attractivité d'une cotation à Paris, proposer une nouvelle expérience d'introduction en bourse, tant pour les émetteurs que pour les investisseurs particuliers. Concrètement, alors voilà, on discute énormément avec nos partenaires, qui sont Euronext, Boursorama, Bourse Direct Easy Bourse, pour mettre cela en œuvre. Concrètement, ça prendrait la forme de ce qu'on appelle des offres à la communauté, ce qu'on a déjà fait pour Deliveroo au Royaume-Uni. Ce serait différent. C'est pour Deliveroo, par exemple, pour participer à l'introduction en bourse, il fallait se connecter à l'application Deliveroo, acheter des pizzas et acheter des actions. Voilà. Et nous, on organise toute la technologie derrière pour favoriser les clients de Deliveroo lors du processus d'introduction en bourse. En d'autres termes, vous voyez un peu... c'est-à-dire la proposition de valeur pour les émetteurs. Utiliser l'occasion de l'introduction en bourse non seulement pour lever des fonds, mais aussi pour renforcer les liens avec cette communauté existante. L'actionnaire naturel, c'est celui qui est utilisateur du produit et du service avant tout. Exactement. Voilà, une communauté encore plus engagée parce qu'elle est actionnaire. Mais on sait très bien aussi, côté investisseur, on voit, les investisseurs particuliers investissent normalement dans les marques qu'ils connaissent, dans les Tesla, dans les Apple, etc. C'est un précepte érigé même par un Warren Buffett. J'investis dans ce que je consomme. Si, Coca, tout ça, c'est l'histoire de Warren Buffett. J'investis dans ce que je mange et dans ce que je consomme. Voilà. Bon, c'est un processus qui est compliqué, qui peut s'aligner avec beaucoup de parties, mais les feedbacks de marché sont exceptionnels. Évidemment, l'idée, évidemment, elle ne peut pas ne pas plaire. J'ai envie de dire, on a des feedbacks au Royaume-Uni, en France, dans d'autres géographies européennes et même ailleurs. On va essayer de mettre ça en œuvre pour, j'espère, 2023. Et encore une fois, d'améliorer la proposition de valeur pour une cotation à Paris. Créer du volontarisme autour d'une cotation à Paris, avec 2 arbitrages, plutôt que de rester privé. Non, on va rester public parce qu'on va pouvoir engager les liens, améliorer les liens avec sa communauté. Et ce côté à Paris, parce qu'encore une fois, même si le marché de capitaux était aussi dans d'autres géographies, la communauté, souvent, dans bien des cas, elle est européenne, un minimum.
Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous voir pour tirer ce bilan de cette première année d'opération sur le marché français avec les perspectives que vous avez pu dresser et notamment cette stratégie d'engagement vis-à-vis de la cotation des futures licornes sur le marché boursier. François de Vilgès, directeur France de Primaribit, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.